Par exemple, ça me faisait penser à l'homo-érotisme de Saint-Denis Garneau et de ses amis de la relève, là, qui est réapparu dans la biographie qu'on vient d'en signer récemment, ou celui des Anglais du groupe de Bloomsbury, avec Duncan Grant, Lytton Strachey. Et donc, je me disais, là, sans la présence des femmes, il y a des femmes dans ce roman, elles sont là, elles ont des rôles très précis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans la nature de l'homme, en tout cas des jeunes gens, laissés à eux-mêmes, dans l'amitié masculine, et virile, cette amitié, quelque chose aussi d'homosexuel, une attirance homosexuelle? Je dirais certainement, à vous de creuser ça, Marie-André. C'est une bonne piste. Avec Jean Basile. Avec Jean Basile et ce roman. À ce chapitre, il est intéressant de relire la trilogie. Les éditions Fidesz viennent de publier La Jument des Mongols, et les deux autres paraîtront d'ici un an. Et là, dans la trilogie, il y a des hommes et des femmes. Et les quatre personnages, comme quatre ici dans Me déshabiller, c'est deux hommes et deux femmes. Mais on sent, évidemment, comme bien des écrivains, avant lui et tout, qui pouvaient être écrivains homosexuels dans leur vie, mais qui écrivaient des romans d'amour entre hommes et femmes. Et les lecteurs homosexuels s'imaginaient que la belle énamourée était un garçon, et des choses comme ça, tout ça se mêlait. Donc on a ça dans la trilogie, où il n'ose pas encore aller directement mettre en scène des homosexuels, comme il le fait magistralement dans le Me déshabiller. Écrûment. Mais là, on voit... Écrûment. Il y a des pages qui vont il y a des scènes... Il y a une scène dans un sauna de New York en 1957. Pas piquer des verres. Pas piquer des verres. Mais je voulais dire aussi que donc, pour ceux qui veulent vraiment connaître Basile, relire la trilogie ou lire la trilogie, ce serait très important parce qu'on voit justement toutes ces choses, ces amitiés amoureuses. Dans le fond, dans La Jument des Mongols, Jérémie et Jonathan s'aiment. Même si Jonathan est avec une fille et lui est avec l'autre. La chose n'est pas nommée. Et Victor, l'absent, le cinquième personnage qui est un absent, Victor, ils ont tous aimé Victor, les garçons comme les filles. Exact. Et c'est tout là. Mais là maintenant, en 84, 85, 86, il avait décidé d'écrire un roman homosexuel directement, franchement, magistralement, je me répète, et c'est ce qui fait l'importance de ce roman. Ce qui me fait penser d'ailleurs... Parce que ça va aussi loin que Genet. Oui, ça me fait penser, comme genre de façon de traiter l'homosexualité, ça me fait penser à un auteur français qui s'appelle Mathieu Riboulet. Oui. Il y a quelque chose pour ceux qui le connaissent. Il y a un numéro de contre-jour qui a été consacré, qui lui a été consacré. Oui, effectivement, oui. Il y a une approche de l'homosexualité qui ressemble. Et je voudrais reprendre la question de l'homme en tant que centre d'intérêt. Il y a une chose qui me frappe dans le roman, c'est à quel point le personnage du père de Julien Perrault, non, il est médecin à Outremont. Le cardiologue à la télévision. Venu de Gaspésie avec un bon fond canadien-français. Oui, c'est ça. Toute cette famille Perrault prend une place énorme. Et elle est traitée différemment des autres personnages, des autres personnages secondaires. Et c'est pas juste des hommes, mais c'est des hommes surtout. Le grand-père Perrault de Sainte-Anne-de... Oui. Et puis, et le père et le fils qui vont régulièrement au Ritz pour discuter. Et il y a une équivoque de la part des serveurs. Ils se demandent si il n'y a pas d'autre lien dans ce couple d'un homme âgé avec ce jeune garçon. Il y a une scène magnifique parce que vous parlez les Perrault. C'est la scène où, revenu de Paris, parce que Julien Perrault va à Paris, évidemment, comme bien des jeunes Québécois à l'époque et tout, va passer quelques années à Paris, va se déniaiser à Paris, et il revient et il découvre son homosexualité à Paris, justement. Mais il sera dépucelé par une femme. Il est dépucelé par une femme, mais il est entretenu par un homme qui dirige un théâtre et qui établit des liens et qui lui fait découvrir son homosexualité. Mais donc, la scène se passe à Outremont, dans je ne sais plus quelle rue là, mais c'est Kerb, c'est ça. Et il demande à son père de sortir de la maison. Il y a quelque chose à lui dire parce que dans la maison il y a la mère. Donc il y a une scène assez longue, des pages magnifiques où, tournant dans la rue Kerb, devant la maison, il avoue à son père son homosexualité.
Il avoue même ses penchants, le type de garçon qu'il aime, les petits blonds, etc. Et tout. Et pendant que la mère est dans la maison, enfermée, on pense à l'intérieur de Maeterlinck et tout. En tout cas, il y a une espèce de... Et il faut l'aménager, dit le père, parce que son cœur n'y résisterait pas. C'est ça. Alors que la mère sent beaucoup plus que le père que son fils est homosexuel. Et quand elle va découvrir, elle va prendre la chose finalement en philosophie. Absolument. Elle va venir faire des petits lunchs aux amis de son fils. Ne jamais sous-estimer les femmes. Mais le narrateur se demande même, puis on va peut-être de ce chapitre passer, de l'homosexualité passer à la pédophilie, qui est un aspect aussi du roman, mais le narrateur se demande même si la formule de la reine Victoria, s'agissant de l'homosexualité, it can't exist, parce que ça dépasse l'entendement, qui préserve le mystère, dit le narrateur, ne vaut pas mieux que la libération sexuelle. Alors moi je me disais, que dirait-il, ce narrateur, que dirait Basile aujourd'hui des revendications des mouvements LGBTQ, des toilettes neutres, de ce genre de choses. La fierté gay. La fierté gay, que dirait-il? Vous avez dit tout à l'heure qu'il rigolerait. Rirait-il vraiment? Non, je pense qu'il serait d'accord avec tout ce que les homosexuels font. Politiquement, je veux dire. Il serait entièrement d'accord. Mais il n'y a plus de normes. Mais je l'imagine mal d'accord avec cette idée de mariage gay. Je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que dans ce mouvement-là, il y a des exceptions partout et tout, mais je veux dire, c'est une recherche de normalité qui ne faisait pas partie de sa pensée. On n'avait pas à trouver normal l'homosexualité et à vouloir en faire des rites exactement semblables à ceux de l'hétérosexualité. Il faut qu'il y ait une norme, il faut qu'il y ait un écart. C'est parce qu'il y a une norme qu'il peut y avoir un écart. Exactement, c'est ça que dit tout son roman. Oui, exactement. Et il ne faut pas persécuter l'écart, en fait, c'est ça. Non, mais il faut que la norme demeure. C'est en gros ce qu'on pourrait... Il faut la respecter. Résumer, oui. Alors, la pédophilie. Au-delà de la sexualité homosexuelle et avec les scènes dans les toilettes ou dans les saunas ou tout ce qu'on veut dans les bains publics et leur aspect qui pourrait choquer ou pas d'ailleurs certains, il est un aspect du roman qu'il faut aborder maintenant, c'est celui de l'amour des jeunes garçons. C'est dans la culture aussi homosexuelle, la pédophilie littéralement. Elle est très présente dans le roman, soit de manière passive, par le regard, par des descriptions, soit par la présence, soit de manière plus active, par la présence de gamins que l'un des 4 jeunes gens, là, Adolphe von Klein, attire dans son appartement avec des trains électriques, avec du Coca-Cola. Hein, il y a le jeune Patrice, le jeune Gaëtan, soit par des références littéraires ou cinématographiques fameuses, le beau Tadzio dans Mort à Venise, puis on pense bien sûr au Ragazzi de Pasolini, bien évidemment, le roi des Aunes qui est cité, ou Antinous chez les Grecs. Tout de même, la pédophilie est indéfendable aujourd'hui. Comment la lisez-vous dans ce roman? Moi, d'abord, je dirais que toutes les pages concernant ce sujet sont d'abord magnifiquement écrites, forment des pages qui rejoignent la littérature universelle. Mais le style sauve-t-il tout? Oui, c'est-à-dire que il n'y a pas d'acte pédophile dans ce roman-là. Il y a du désir. Il y a du désir, c'est ça. C'est le désir pédophile qu'il met en scène. Une scène magnifique où Adolphe von Klein, il habite avec une femme, une vieille alcoolique, tout près du plan d'Auzois, qui vient d'être construit, qui est aujourd'hui les habitations Jeanne Mance. Pourquoi? Parce que ce sont des pauvres qui sont là, et ce sont beaucoup de jeunes adolescents, de jeunes garçons très jeunes, 12 ans, 13 ans, 14 ans, magnifiques. Évidemment, Adolphe von Klein passe ses journées à les admirer et tout. Mais à les attirer pour toutes sortes de raisons et tout. Puis bon, à leur donner des choses à manger. Mais uniquement pour les admirer, pour le... Un petit peu plus. Mais un peu plus quand même, il y a de l'amour. Il y en a un qui est élu de son cœur. Oui. Puis il y a des oui. Et puis il y a des bouches qui sont prises, il y a des... Il y a une scène magnifique lorsqu'il accompagne, il suit un des garçons qui va au bain sur la rue Amherst, le bain... Ancien bain. sur la rue Amherst,
Pardon? Schubert? Non, pas Généreux. Le bain généreux. Oui. Ben généreux. Le bain généreux. Il accompagne son favori qui va se baigner à la piscine. Mais évidemment, il ne l'agresse pas, mais la description de cela forme des pages magnifiques sur le désir charnel, pédophilique. Il faut quand même ajouter... Là, c'est dans la littérature. Entièrement d'accord sur la qualité littéraire de ces pages-là, c'est sûr. Mais il faut quand même ajouter qu'on sent tout le temps en filigrane une ironie de Jean par rapport à l'attitude d'Adolf Klein. Le fait il a tout prévu, qu'il ne sera jamais pris par la police, etc. Et c'est pas vrai. Ouais. Et ça se termine, les dernières pages du livre se terminent sur encore une promesse de Jean qu'il a tout prévu. Mais il n'a rien prévu. Et à chaque fois, ça tombe en défaut. Puis il y a des développements ailleurs, de toute façon, sur l'amour entre hommes, entre adultes consentants, entre hommes consentants, est tout à fait honorable. Mais c'est l'amour des jeunes garçons qui est aussi une composante en tout cas d'une certaine culture homosexuelle, qui est là montrée également. Moi, je résumerais par un mot les pages sur la pédophilie, c'est fuis. Oui. C'est ce que dit le narrateur. C'est ce que dit le narrateur, c'est tiré de l'Énéide, à la fin du livre 2 de l'Énéide. Très chic. Fuis ton propre désir. Fuis ton propre désir, fuis de ce danger, etc. Mais il y a derrière ça aussi, peut-être bien entendu, le fait qu'il a des modèles dont il s'inspire, et qu'il essaye de protéger, ou qu'il essaye d'imprimer une idée que peut-être ce qu'ils font pourrait leur apporter des ennuis, etc. Alors, Montréal maintenant, parce qu'il y a différents aspects dans ce roman. Parlons de ce Montréal des années, fin des années 50, début des années 60. Il est à la fois, celui qui apparaît dans le roman, il est à la fois exotique et émouvant. Par exemple, au début, il n'y a pas encore les gratte-ciels du centre-ville. Ils vont pousser par la suite. Le port est un vrai port où arrivent des bateaux et débarquent des gens. Ce Montréal est-il un gros bourg? Vous apparaît-il à la lecture comme un gros bourg provincial où des paysans canadiens et français viennent se prolétariser? C'est un peu ça, non? Vous mettez la réponse dans la question. Non, vous pouvez la contredire. Ok, mais enfin, je dirais que, vous savez, Jean-Basile est célèbre pour avoir fait de Montréal un personnage de roman. Avec la jument, bien entendu, ça continue avec le Grand Camp. Mais je pense qu'il est le seul à avoir décrit Montréal de la Maine, en particulier autour de la rue Saint-Laurent, les petits restaurants qui ne sont pas spectaculaires, mais qui sont